Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Démêler le vrai du faux autour des mythes des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais aussi comprendre pourquoi certains établissements sont ciblés. C'est l'enquête sociologique qu'a menée Simon Massey dans son dernier ouvrage. On en parle en première partie d'émission avec lui sur ce plateau. Les nouveaux pères sont-ils une arnaque? C'est la question posée dans un album par le journaliste Stéphane Jourdain. On en parle avec lui dans quelques instants. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous parlera de BookTok et répondra à la question de savoir si les livres sont politiques. Mais avant cela, place à l'actualité avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On débute ce journal avec l'actualité politique. Une fois n'est pas coutume, la nomination d'un Premier ministre qui tarde encore et toujours, en tout cas à l'heure où on se parle. Patience et mère de vertu, c'est peut-être le slogan que se répète Emmanuel Macron, le président souvent surnommé le maître des horloges. Et le chef de l'État continue de jouer la montre en déplacement en Pologne aujourd'hui. Il n'a toujours pas nommé de Premier ministre. S'il y en a bien qui n'est plus patient, qui est fatigué, même comme beaucoup de Français, c'est Patrick Cohen sur France Inter. L'édito politique, Patrick Cohen, vous allez nous parler du Premier ministre qui sera nommé aujourd'hui. Non, désolé, je ne sais pas qui ce sera, je n'ai pas d'informations particulières et je suis fatigué de ce feuilleton, fatigué de cette interminable séquence politique ouverte il y a maintenant 6 mois. Mais Patrick, je vous rappelle quand même que vous êtes en charge de l'édito politique. Et je suis payé pour ça, ce qui me laisse imaginer la lassitude qui peut s'emparer de vous, qui nous écoutez et n'avez rien à y gagner. Il faudra évaluer un jour ce que cette comédie politique avec ses rebondissements surjoués et ses acteurs médiocres nous aura coûté en fatigue informationnelle. Celle-ci, en tout cas, est à son comble, comme le montre la deuxième vague d'études publiée hier par la Fondation Jean Jaurès, l'Obsoco et Arte sur une fatigue qui touche plus d'un Français sur 2, dont 39% apparaissent submergés. Ils s'accrochent à l'actualité, ont envie de la comprendre, mais n'y arrivent plus. Ils se sentent saturés d'informations répétitives, anxiogènes, conflictuelles, ou les trois à la fois. Fatigué, attente interminable autour du futur pensionnaire de Matignon. Le nom tarde à être révélé. La menace d'une nouvelle censure continue de planer. Mais c'est Emmanuel Macron qui a toutes les clés. C'est le nouveau jeu qui inquiète dans les écoles, un jeu homophobe inspiré des réseaux sociaux. Son nom, le premier qui bouge est gay. Tout est parti encore une fois d'un défi TikTok et depuis le phénomène a envahi les cours de récréation. Il suffit de prononcer la simple phrase « le premier qui bouge est gay » et les joueurs doivent alors s'immobiliser le plus longtemps possible. Et vous l'aurez compris, celui qui bouge voit son orientation sexuelle être remise en question. Un jeu dangereux pour de nombreux spécialistes, notamment Élise Devieille, sociologue du genre et des sexualités. Ici, le mot gay est utilisé comme un stigmate infamant. Quand son identité est dévalorisée au point d'être utilisée comme une insulte, il est difficile de se construire avec une bonne estime de soi. Un constat partagé par Fatima Aït-Bounoua, professeure de français au collège, qui constate au quotidien la dangerosité de cette tendance et de nombreuses autres influences venues des réseaux sociaux. L'inventivité dans la médiocrité est sans limite, et dans le dangereux aussi est sans limite. C'est-à-dire, moi j'ai du mal avec le terme jeu, parce qu'on dit le jeu, pour moi c'est pas un jeu, et comme on disait le jeu du foulard, vous savez à un moment, il fallait serrer le foulard jusqu'à être... Il y a eu des accidents très graves. Il y a eu des accidents très graves, où on a parlé aussi, c'était quoi? Le jeu salade de fruits. C'est encore plus bête. C'est quoi ça? Salade de fruits, c'était que les gens, les élèves devaient dire un nom de fruit et celui qui ne le disait pas se faisait frapper après. Donc pour moi, ce ne sont pas des jeux, c'est des pratiques dangereuses ou dévalorisantes ou violentes. Donc quand ça se passe, je l'ai pas eu dans mon collège. Pour le moment, on est très vigilant parce que justement, comment agir? Déjà, être dans l'hypervigilance, c'est-à-dire être au courant de ce qui se passe un peu sur TikTok. Parce que la viralité, c'est un piège. Si c'est sur TikTok, c'est dans la cour le lendemain. Les pratiques des réseaux sociaux qui se retrouvent dans les jeux d'enfants et d'adolescents à l'école, tout cela alors que le harcèlement n'a jamais été aussi présent et que la mise en place des cours d'éducation sexuelle est actuellement à l'étude. Le premier qui bougeait gay a une tendance qui a plusieurs mois et qui pourrait devenir réellement problématique si elle continue de se propager. À Tourcoing, on connaît le verdict dans l'affaire d'une lycéenne accusée d'avoir giflé son enseignante qui lui avait demandé de retirer son voile. Elle comparaissait devant le tribunal correctionnel de Lille plus de 2 mois après les
faits survenus le 7 octobre dernier et la lycéenne a finalement été condamnée à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Elle sera également suivie pendant 18 mois. En cas d'incident, la peine pourrait être appliquée. Interdiction de paraître aux abords du lycée Sévigné, interdiction aussi d'entrer en contact avec la victime. La victime, une professeure de sciences et techniques médico-sociales, s'est dite soulagée de ce verdict par la voix de son avocat. Ma cliente va mieux, elle est soulagée. Elle est soulagée parce qu'elle appréhendait cette audience. L'émotion était forte durant l'audience et puis le soulagement quand on est enfin reconnu victime. Et face à cette affaire et des profs trop souvent exposés à la violence, Éric Catelin de Nu rappelle que sa cliente a agi dans le respect des règles fixées par l'éducation nationale. Maintenant, il y a régulièrement au sein de cet établissement et dans d'autres établissements d'ailleurs, ce genre de comportement agressif, virulent, parce qu'on demande à des élèves de retirer le voile. Voilà. Parce qu'on demande, c'est-à-dire quand vous dites régulièrement, ça veut quoi régulièrement, maître? Ça veut dire que... Régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a manifestement une tendance à vouloir toujours repousser les limites de l'éducation nationale dans le respect des règlements et de la laïcité. Voilà, et malgré ce soulagement, cette condamnation et tout le soutien reçu par la professeure, son avocat précise que sa cliente a un peu perdu foi dans sa mission d'enseignante. C'est une réforme qui revient régulièrement dans les débats, celle du congé parental. Ce jeudi, la Cour des comptes suggère de le rallonger et de mieux l'indemniser aussi. 16 semaines, c'est la durée en France du congé maternité accordé pour les 2 premiers enfants. Un congé de courte durée en comparaison à d'autres pays de l'OCDE, selon la Cour, dans ce rapport sur la politique publique d'accueil du jeune enfant. Et le niveau d'indemnisation y est aussi discuté. Actuellement, il est indemnisé au maximum à 449 € par mois. Allonger ce congé d'un mois permettrait de libérer 35 000 places d'accueil pour un coût net de 350 millions d'euros par an. Le développement de la garde parentale, moins onéreuse pour les finances publiques que l'accueil en crèche, pourrait réduire la demande d'accueil et compenser en partie la réduction du nombre d'assistantes maternelles. La moitié des professionnels du secteur devraient en effet partir à la retraite d'ici 2030 selon la Cour des comptes. Autre inquiétude de la juridiction financière, la création de 200 000 places d'accueil supplémentaires promises par l'ex-première ministre Elisabeth Borne, toujours d'ici 2030, et un coût estimé à 3 milliards d'euros supplémentaires. À l'heure où la France cherche son Premier ministre et son budget 2025, les économies se trouvent peut-être ailleurs qu'on ne le pense. Merci Adrien. Des ministères aux salles de classe, quelles sont les décisions, les choix et les réalités qui font que l'on ciblerait certains publics en priorité pour dispenser la fameuse éducation à la vie affective et sexuelle? Mais quelle est aussi cette réalité de terrain qui rend ces informations essentielles? On en parle tout de suite avec notre invité. Simon Massey, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Picardie. Vous êtes auteur de ce livre, Discipliner les banlieues, l'éducation à l'égalité des sexes dévoyée. C'est par aux éditions La Dispute. Vous l'avez compris, on va parler de l'éducation à l'égalité des sexes, dont vous dites qu'elle est justement dévoyée. De quel type d'établissement parle-t-on déjà dans cet ouvrage, pour être très clair? Alors, c'est une enquête qui m'a amené à aller visiter un ensemble assez hétérogène, disons, d'établissements, mais très principalement donc des établissements de banlieues pauvres qui, pour le dire en un mot, accueillent principalement un public donc populaire et puis racisé aussi, donc non blanc. Voilà. Oui, alors c'est ça, ce sont 2 mots importants, effectivement, populaire et racisé, on va y revenir. Je vous cite, une réponse fréquente veut que la distribution géographique de ces interventions correspondrait à celle du sexisme et des inégalités de genre dans la société française. Il faudrait donc cibler les quartiers, car, dit-on, le sexisme y est endémique. Effectivement, c'est un lieu commun, alors qui est très présent à la fois dans une partie du discours politique, alors plutôt le discours politique conservateur, mais pas seulement, dans les médias aussi, et qui est complètement démenti par les grandes enquêtes quantitatives menées depuis le début des années 2000 notamment. Je pense en particulier à la toute première enquête sur les violences faites aux femmes, 2000 ou 2001, qui montrait que c'était un phénomène qui était parfaitement transversal. Voilà. Donc nous sommes responsables, nous médias, de cette situation. C'est une des idées reçues. Non mais je le dis à la fois avec le sourire et à la fois avec désolation.
d'isolation. Mais je veux dire, ce sont des idées reçues, c'est un besoin de transmettre cette peur permanente aussi au sein de la société, de vouloir creuser les inégalités. Alors non, ça ne s'inscrit pas dans une entreprise de creusement des inégalités. C'est vraiment un lieu commun qui est ancré, qui remonte à plusieurs décennies aussi. Par exemple, même sur la période coloniale, par exemple, au Maghreb, il y a déjà l'idée que les populations autochtones sont dans un traditionnalisme beaucoup plus exacerbé que les colons français, par exemple. Et c'est une idée qui va survivre ensuite, qui va être recyclée au moment de la guerre d'Algérie, par exemple, qui va être remise au goût du jour ensuite par l'extrême droite et qui a fait son chemin, qui s'est largement diffusé, disons. Et par exemple, début des années 2000, quand les médias mettent la lumière sur donc ce qu'on a appelé les tournantes, c'est-à-dire ces viols collectifs dans les cités d'habitat social, ils vont pas être interprétés comme un phénomène genré, c'est-à-dire lié à la domination masculine, au patriarcat, mais comme un phénomène racialisé, vraiment lié à l'origine étrangère de ces jeunes-là. C'est à ça que je fais référence ici. Oui, c'est fait référence effectivement de nombreuses fois dans ce livre, je rappelle le titre, Discipliner les banlieues aux éditions La Dispute. On cible un public racisé dans ces établissements. Pourtant, vous dites, il s'observe à différents degrés dans toutes les régions de l'espace social, et ce peut-être de manière particulièrement visible depuis ces 10 dernières années dans les groupes dominants mobilisés pour la défense de leur style de vie, à l'instar de la catégorie blanche de bourgeoisie catholique descendue dans la rue au milieu des années 2010. Oui, alors effectivement, au moment où je me suis lancé moi dans cette enquête, c'était en 2013, on sortait, disons, de cette grande séquence contestataire qui avait été ouverte quelques années plus tôt par la Manif pour tous. Et puis les ABCD de l'égalité aussi qui arrivent. Absolument, pile dans la continuité. Donc le mouvement contre les ABCD de l'égalité surgit en septembre, enfin il se met en place vraiment en février 2014, mais bref, vraiment dans la continuité, c'est ça. Mais autour de la Manif pour tous, on a bien vu que c'était un mouvement qui était certes hétérogène, mais qui avait quand même très largement recruté dans les classes moyennes et les classes supérieures blanches, donc disons à rebours de la vision qu'on pourra avoir justement de la distribution du traditionnalisme, encore une fois, si on suit un petit peu les lieux communs sur ce sujet-là. Alors on commence, vous abordez un peu effectivement l'histoire pour bien comprendre justement ce mouvement en fait, et la manière dont on a, la façon et le temps, le timing, quand est-ce qu'on a commencé à parler d'égalité entre les sexes dans le milieu scolaire, et vous dites effectivement qu'une première partie de cette lutte se concentre dans les médias et la publicité, vous l'avez dit dès le départ, mais c'est vraiment qu'à partir des années 80 que la politique de lutte contre le sexisme à l'époque se met vraiment en place. C'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, donc, c'est une revendication du mouvement des femmes, de la seconde vague féministe, mais qui préconise donc, pour lutter contre le sexisme d'autres outils, d'autres instruments, d'autres voies tout simplement, et notamment donc, d'encadrer les représentations sexistes dans la publicité, par exemple. C'est quelque chose qui est récurrent à ce moment-là dans leur argumentaire, dans leurs revendications. Et puis donc à partir des années 80, c'est pas leur initiative à elles, c'est plutôt l'initiative donc, du gouvernement socialiste notamment en place à ce moment-là. C'est plutôt l'école, il y a une sorte de scolarisation de la lutte contre le sexisme qui va se mettre en place à ce moment-là. C'est l'école qui va se voir assigner dans cette mission de former, alors non plus les enseignants, non plus de changer la représentation, mais vraiment de transformer les individus eux-mêmes, c'est-à-dire les élèves. Voilà. Alors on parle de médias, mais ce qui importe aussi c'est l'école, et on est là sur School TV, on faisait allusion effectivement aux ABCD de l'égalité, lancés par Najat Vallaud-Belkacem et Vincent Peillon, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. Comment ils ont été perçus ces ABCD ? D'autant que je crois que c'était une expérimentation dans quelques établissements seulement. C'est ça, exactement. Donc moi j'avais réussi sur la liste sur la base de la liste qui avait été donnée à l'époque à identifier environ 300 classes. Donc c'est très peu à l'échelle des milliers et des milliers évidemment d'établissements que compte la France aujourd'hui, enfin qu'elle comptait déjà à l'époque. Comment a été reçu le programme ? Alors il y aurait bien des manières de répondre à cette question, manifestement assez mal, à en juger par le rapport qui a été rendu justement suite à l'expérimentation de ce dispositif. Pourquoi mal ? Très certainement du fait justement des polémiques qui ont été suscitées par des mouvements, alors plutôt conservateurs évidemment, ancrés dans différents milieux sociaux, notamment donc des mouvements très liés à la Manif pour tous. Et puis, on pourrait dire à l'autre bout de l'espace social, des mouvements plutôt ancrés dans les petites classes moyennes ou les classes populaires musulmanes. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi parce que ce sont des expérimentations seulement dans 300 établissements que justement elles ne sont pas véritablement assumées par le gouvernement et qui font que, on se retrouve dans une situation
Alors, dans quelle mesure est-ce que le gouvernement avait pu, à l'époque, anticiper déjà des résistances et donc en faire une expérimentation limitée dans l'espace? C'est une bonne question. Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Il me semble plutôt que c'était une question de moyens, dans la mesure où c'est un dispositif qui nécessitait de former des enseignants au niveau académique d'abord. C'est une expérimentation qu'il était beaucoup plus facile de mettre en place dans quelques académies, donc en l'occurrence 10 académies métropolitaines, plutôt qu'à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Mais c'était un programme qui, au départ, avait vraiment vocation à être généralisé. Il n'y avait pas de doute, en tout cas à mes yeux, là-dessus, avant la mobilisation qui est survenue. La sémantique est toujours très intéressante. On parlait de lutte contre le sexisme, et puis maintenant, on peut passer à éducation à l'égalité filles-garçons, à lutte contre les stéréotypes et autres, et vous citez plein d'autres expressions. Pourquoi cette tendance à la neutralité? Alors oui, ou déconflictualisation, je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas, une distanciation par rapport à une approche militante. C'est un peu le processus que connaissent beaucoup de luttes, la lutte antiraciste, la lutte antisexiste, etc., à travers l'histoire. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le lexique militant originel, donc lutte contre le patriarcat, lutte contre le sexisme, etc., disparaît à mesure que cette cause est institutionnalisée, est accaparée, disons, par l'État, et en l'occurrence donc par l'éducation nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait une disparition totale aujourd'hui de cette terminologie. Au contraire, ce qu'on observe, y compris dans les documents institutionnels, par exemple, c'est plutôt une juxtaposition des différentes terminologies. Donc on va à la fois parler de stéréotypes, par exemple, dans une approche plutôt psychologisante, disons. On va parler de sexisme dans une approche militante, de lutte pour l'égalité, etc., etc. Alors, vous avez donc mené l'enquête des ministères aux salles de classe, une enquête que vous avez commencé en vous présentant comme stagiaire. Racontez-nous. Oui, il faut bien trouver une casquette, une couverture, disons, pour ne pas trop, teaser les soupçons, notamment de la part des élèves, dont les réactions m'intéressaient beaucoup et que j'observais pendant ces séances-là. Et donc, cette couverture, celle de stagiaire, a été assez pratique pour donner l'impression que je venais apprendre le métier d'intervenant sur l'égalité des sexes plutôt qu'observer les élèves, ce que j'étais en réalité. Et puis surtout, grâce à ce titre, effectivement, ce poste, vous avez pu assister à près de 80 séances d'éducation à l'égalité entre les sexes dans près d'une trentaine d'établissements. Alors, quand on voit aujourd'hui à quel point c'est difficile de décompter le nombre de séances, on se dit que vous avez eu une chance folle, ou en tout cas une vraie, pour le coup, un engagement jusqu'au boutiste. Tout à fait. Enfin, disons que c'était en ça que c'était beaucoup plus facile pour moi de suivre des associations plutôt que de suivre des établissements, parce que donc la loi prévoit trois interventions par an sur cette question-là. Si je m'étais focalisé sur une poignée d'établissements, j'aurais pas observé grand-chose. Donc là, en suivant des associations, ça m'a permis de multiplier effectivement les opportunités d'observation. Alors, vous êtes donc en immersion totale dans ces ateliers d'égalité filles-garçons, et évidemment, ce que l'on retient, en tout premier lieu, en tout cas, c'est ce qui m'a marqué dès le départ, c'est l'attitude des élèves. Ils reviennent des expressions faire le bonhomme, vous en parlez tout de suite dès les premières pages, et avec elle toute la question de la masculinité qui revient chez les jeunes. Oui, alors effectivement, il y a une réception qui est vraiment très différenciée, qui est socialement différenciée, une réception du discours égalitaire, je veux dire, qui varie beaucoup d'un milieu social à l'autre. Et effectivement, chez les élèves de classe populaire, il y a une tension entre ce discours égalitaire-là et puis ce qu'on appelle leur ethos de classe, leur culture populaire, qui tend au contraire à valoriser les signes de masculinité, etc. Et donc c'est en ça que dans ces milieux-là, ces actions éducatives sont parfois, pas toujours, mais parfois le théâtre d'échanges conflictuels. Ce qui ne veut pas dire que la réception du discours égalitaire n'est pas tout aussi conflictuelle dans les milieux beaucoup plus favorisés, qui peuvent être aussi très conservateurs, etc. C'est juste que la docilité scolaire des élèves dont l'éducation familiale est la plus en phase avec les attentes de l'institution scolaire, les prédispose vraiment, eux, à faire profil bas, à faire le dos rond, on dit aussi, donc à pas forcément aller au clash avec les intervenantes, même si à titre personnel et intimement, comme je l'ai vérifié d'ailleurs dans les entretiens que j'ai menés avec eux, ils en pensent pas moins parfois. Voilà. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas, ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas. Non, et puis ils sont clients. C'est ça, et puis ça veut dire, non, ce que je veux dire aussi, c'est que ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'ils entendent dans le cadre de ces actions éducatives. C'est juste que quand on a l'éducation familiale qui nous incite là aussi à dire oui à tout, à faire montre de docilité scolaire, on ne va pas forcément aller au clash avec l'intervenant, tout simplement. Vous parlez aussi, je vous cite, une critique morale, voire moraliste du discours égalitaire adossé à un idéal de respectabilité, surtout chez les filles. Oui. En même temps qu'il renvoie donc ces filles au conservatisme populaire, les valeurs attachées à la respectabilité comme la fidélité, la décence, le maintien corporel, la serviabilité,
fiabilité, des mots que j'avais pas entendus et lus, en tout cas, enfin plutôt lus depuis des années, les empêche d'adopter une grille de lecture féministe. Elles sont dans un combat, en fait, permanent. Alors, c'est pas qu'elles sont dans un combat, elles sont là aussi, elles sont pas dans une opposition au discours féministe. C'est juste que leur appartenance aux classes populaires, leur foi aussi en l'islam, pour certaines, les empêche d'adhérer complètement à une perspective féministe. Donc, par certains aspects, je parlais ici des filles de classe populaire, elles tiennent des discours qui s'apparentent pleinement à du féminisme. Elles sont les premières à dénoncer les inégalités auxquelles elles sont confrontées dans les différents aspects de leur vie quotidienne, que ce soit dans la rue, à l'école, sur le marché de l'emploi, etc. Mais il y a des aspects, disons que les dimensions, les aspects les plus contestataires du discours féministe sont insolubles dans leur morale de classe, dans leur perspective, dans leur projet de vie, tout simplement. Voilà. Vous parlez du concept de bouffonisation. Ça existe toujours. Je me demandais si c'était ce qu'on imaginait, en fait, des enfants qui bouffonnent un peu, qui rient de mots qu'ils ont du mal à entendre, en fait, ou de concepts. Alors non, moi je l'empruntais à un sociologue américain qui s'appelle Erving Goffman. Ce qu'il appelle bouffoniser, c'est comment dire, c'est faire exprès d'incarner c'est faire le pitre, c'est incarner celui que l'institution veut qu'on incarne. Et dans le cadre de ces actions éducatives, j'utilise ce mot pour désigner le fait que donc les garçons racisés de classe populaire vont souvent faire exprès de dire des gros mots, de lâcher des dossiers, comme ils disent, etc. Vous dites répéter des insultes homophobes, assumer ostensiblement une position minoritaire ou donner volontairement à entendre la mauvaise réponse à une question d'intervenante. C'est ça. C'est ça. C'est une stratégie qui, je pense, leur permet dans ces cas-là, en fait, de résister, en tout cas à leurs yeux, à la violence symbolique finalement qui s'exerce sur eux pendant ces séances-là. Donc, c'est une stratégie de préservation, disons, mais qui se retourne forcément contre eux. Oui, est-ce qu'on risque pas la banalisation justement du sexisme au quotidien ou même des violences ? Après, j'ai pas l'impression qu'ils sont, disons, en train de banaliser le sexisme. Ils sont en train de surjouer l'image précisément qui est accolée à l'arabe de banlieue dans le discours dominant. C'est ça qu'ils sont en train de faire, y compris par exemple quand on leur demande de jouer des scènes de sexisme ordinaire, ce qui est une des modalités les plus fréquentes de ces actions éducatives. Ils sont dans une sorte de performance de l'image qui a été construite dans le discours politique, médiatique et autres. Voilà. Donc ils ont finalement l'impression de ne pas être entendus du tout, de faire une image de figure totalement dévoyée. Votre titre. Tout à fait. Alors il y a en tout cas une dénonciation chez certains, chez certaines d'entre eux, justement de cette idée qu'ils seraient plus sexistes que les autres, et chez leurs parents aussi, on en parlera sans doute après, de la part du côté de ces mouvements donc de musulmans de classe populaire qui se sont mobilisés, il y a aussi une dénonciation de ce qu'on appelle une racialisation du sexisme, c'est-à-dire que le fait que le sexisme soit associé aux descendants d'immigrés, ce qui ne correspond encore une fois pas du tout à la distribution réelle de ce phénomène. Vous appelez ça l'implication des familles. La culture familiale est toujours suspectée d'entraver l'enseignement scolaire, en particulier sur les enjeux de genre depuis les années 2000, excluant de fait toute possibilité de contribution des parents à la politique d'égalité locale. C'est fou d'en arriver là. Enfin, comment on peut... Oui, alors c'est... Parce que vous n'êtes pas le seul à avoir enquêté. D'autres, vous l'avez dit vous-même, pardon de vous avoir coupé, mais d'autres livres, d'autres inspecteurs même de l'éducation nationale, d'autres sociologues ou historiens se sont rendus compte, et même journalistes se sont bien rendus compte que ce n'était pas forcément le cas. Comment on arrive à autant d'idées reçues sur les familles de banlieue? Alors c'est sans doute le produit là aussi de 15 ans, de 20 ans de débats publics, de politisation de l'islam, d'une centralité vraiment de l'islam dans le débat public aujourd'hui, qui rejaillit sur l'institution scolaire comme sur toutes les institutions, et qui conduit à cette situation effectivement où lorsqu'on parle d'éducation à l'égalité, l'a priori de beaucoup de chefs d'établissement, de beaucoup d'enseignants, pas toutes et tous, j'ai pas du tout envie de les mettre toutes et tous dans le même panier bien sûr, mais sur le terrain, moi, ce que j'ai observé, c'est une sorte d'a priori qui consiste à penser que la famille va être un obstacle à cette éducation plutôt qu'un relais potentiel. Voilà. En fait, vous dites même que la place de la religion ne peut pas être passée sous silence. L'égalité des sexes occupe une place souvent secondaire dans les priorités des établissements, auxquels les interventions permettent d'aborder finalement d'autres sujets, notamment celui de l'islam. Oui, c'est ça. D'autres enjeux même. Tout à fait, exactement. Donc, c'est aussi ça ce que je mets dans l'idée de dévoiement dans le titre de cet ouvrage.
ouvrage, hein, c'est qu'on parle d'éducation à l'égalité, mais à travers ce qu'on cible, c'est pas forcément des comportements sexistes, c'est plutôt, alors c'est désigné différemment par les acteurs de terrain que j'ai rencontrés, mais on va parler d'une culture familiale, on va parler parfois très explicitement de religion. Je pense à des chefs d'établissement, par exemple, hein, qui m'expliquent qu'ils ont mis en place ce type d'action éducative parce qu'ils ont constaté qu'il y avait des incitations aux interdits alimentaires, etc., des rappels, donc des choses vraiment très, très, très éloignées de l'éducation à l'égalité des sexes, hein, mais il y a une sorte de... J'aurais peut-être pu utiliser le mot instrumentalisation, disons, à la place de dévoiement, voilà. Là, on va parler de formation, effectivement, des enseignants, parce que c'est aussi un réel sujet. Ils ont peu ou pas le temps de faire ces formations à ces cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, d'où la complication de forcément pouvoir en parler avec leurs propres élèves. Il y a des différences générationnelles, des différences de point de vue, mais comme partout, des différences évidemment politiques ou socio-économiques ou sociales ou autres. Bref, et tant mieux, on est tous différents, mais forcément ça agit, ça influe sur ces fameux cours. Est-ce qu'il faudrait replacer l'élève au centre justement peut-être de ces questionnements plutôt que d'être en recherche permanente de sensibilisation ? Alors, c'est là que s'arrête, entre guillemets, la réflexion sociologique et commence la décision politique. Donc, je suis pas la personne la mieux placée, disons, pour répondre. Moi, sur la base de ce que j'ai observé, ce que je dirais simplement, c'est que les biais que je pointe dans cet ouvrage, notamment cette question du ciblage des établissements de banlieue pauvres, ces biais ne pourront que perdurer tant que l'éducation à l'égalité des sexes relèvera de la politique facultative des établissements, tant qu'on sera dans cette logique d'autonomisation des établissements, de territorialisation des politiques scolaires. À partir du moment où on applique partout, dans tous les établissements, à tous les niveaux du territoire, les mêmes contenus, il ne peut plus, par définition, y avoir de phénomène de racialisation. En tout cas, plus dans la distribution géographique. Il peut persister quand même des formes de racialisation dans les discours, par exemple, mais en tout cas, on ne pourra plus observer de ciblage spécifique de certains établissements. La place de l'État est forcément importante dans tout ça, surtout lorsque vous dites, vous-même en début d'échange et lorsqu'on lit ce livre, hein, que la formation est opérée essentiellement par des associations. Absolument. Et précisément parce que, comme vous le disiez, alors c'est pas un déficit de formation, mais il y a une très grosse inégalité de formation entre les enseignantes et les enseignants à l'échelle du territoire, avec des INSPE, donc les IUFM actuels, disons, hein, qui pour certains forment les futurs enseignants, les futurs CPE sur ces questions-là, d'autres qui, pour des raisons de priorité locale, pour des raisons de gestion des maquettes de cours, etc., ne le font pas. Je leur jette absolument pas la pierre, hein. Et de fait, ça conduit à cette situation donc, où on a certains établissements qui s'emparent de cette question et d'autres pas. On parle de stéréotypes et justement de la place de l'État. La multiplication des programmes de déconstruction des stéréotypes en milieu scolaire peut de ce point de vue s'analyser comme un cas d'école, vous dites, d'individualisation des problèmes publics. Ouais. Finalement, voilà, enfin expliquez. Oui, non, ce que je voulais dire, ça rejoint ce dont on discutait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que historiquement, c'est pas les élèves qui étaient ciblés historiquement. Par exemple, quand le mouvement des femmes demande que la lutte pour l'égalité soit prise en charge par l'éducation nationale, c'est plutôt les manuels scolaires, par exemple, qui sont visés. C'est l'idée qu'il faut dégenrer, qu'il faut rendre moins sexistes les contenus, les programmes eux-mêmes, pas forcément les élèves. Hein. Et s'adresser aux élèves, ça suppose que le problème, il n'est pas situé dans le système, il n'est pas structurel, il est situé dans l'individu lui-même. Donc c'est vraiment un recadrage du problème, comme on dit en sociologie. Merci beaucoup Simon Massiei d'être venu sur le plateau du Grand JT et nous parler de votre livre « Discipliner les banlieues », avec un point d'interrogation forcément, il faut le noter, l'éducation à l'égalité des sexes dévoyés. C'est paru aux éditions La Dispute. Merci mille fois d'être venu. On va marquer une courte pause sur le Grand JT et on se retrouve. Entre Tim Burton et Alice au Pays des Merveilles, retrouvez actuellement La Malédiction de la sorcière, un spectacle féerique et familial sur l'écologie. Véritable conte musical en 3D, il revisite en live les comptines de notre enfance en mode reggae, jazz, rock, funk et salsa. Oh, près de ma blonde, il fait bon feu. Colchique dans les prés, fleurissent.
Jalouse des humains, une sorcière maléfique jette un sort en polluant la nature. Pour réhabiliter santé et joie de vivre sur Terre, des animaux appellent à l'aide les conteurs, joyeux quartet d'artistes aux fabuleuses musiques enchanteresses. La malédiction de la sorcière, actuellement au théâtre La Scène Parisienne à Paris, chaque samedi à 15h30 et du lundi au samedi à la même heure pendant les vacances scolaires. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Stéphane Jourdain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur avec Guillaume Dodin et également Antoine Grimet à l'illustration de ce livre L'arnaque des nouveaux pères par aux éditions Glénat. Alors l'avènement des pères, je cite, qui s'affichent sous une pluie de likes sur Instagram avec leur porte-bébé, fiers de préparer le biberon de leur progéniture, a fait naître l'espoir de foyers enfin égalitaires. Mais les statistiques et les témoignages de femmes racontent une autre réalité. Pourquoi avoir voulu mener cette enquête ? Parce qu'on avait un petit ressenti avec Guillaume en tant que jeune père avec des jeunes enfants, que les mecs se racontaient peut-être un peu une histoire et se voyaient un peu plus beaux qu'ils ne le sont dans la vérité, juste parce qu'ils changent plus de couches et donnent un peu plus de biberon que leur propre père. Ils auraient atteint une espèce d'équilibre dans le foyer avec un partage des tâches à peu près équitable avec leur meuf. Et on s'est dit, allons vérifier si c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de statistiques en la matière, mais on en a trouvé quelques-unes, plus ces témoignages de femmes qui nous montrent que non, on en est loin de cet équilibre au foyer, même si une belle distance, un bon chemin a été parcouru. En fait, quand on compare les nouveaux pères par rapport à leurs pères qui faisaient rien, ils ont fait pas mal de choses. Quand on compare à ce que font leurs meufs, on se dit qu'il reste du boulot. C'est pas mal dit. Vous dites, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait cette espèce de côté, vous le dites à la quatrième de couve, je l'ai cité, tous ces pères qui s'affichent sur Instagram avec le nombre de likes, avec le biberon, effectivement, le porte-bébé, le côté je suis un père parfait. Vous avez même éprouvé cette envie aussi de partager ce père parfait. Oui, je l'ai fait. Moi, je suis vraiment l'archétype de ce nouveau père qu'on dénonce en partie et pour qui on a quand même de la sympathie dans le bouquin. Je suis passé par là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a cette idée chez beaucoup de pères, de nouveaux pères, que ce qu'ils font, en plus de leur père, mérite une médaille et donc un like sur les réseaux sociaux ou des applaudissements dans la vraie vie ou un regard sympathique de leur femme ou de leurs enfants. Bon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose et qu'on n'a plus besoin de ces médailles pour participer aux choses et aux tâches du quotidien. Alors une autre médaille, celle peut-être pour Antoine Grimet, cette illustration, j'adore vraiment cette illustration qui est géniale, de cette femme qui porte cet homme qui lui-même se prend en photo parce qu'il a un enfant. Voilà, tout est dit. Et effectivement, c'est la réalité, il ne faut pas se mentir, même s'il y a des pères qui portent beaucoup de choses aussi, évidemment. Ces nouveaux pères qui utilisent les réseaux sociaux, mais derrière ces stories, vous l'avez dit, il y a une autre réalité. Est-ce que c'est une volonté aussi, quelque part, avant même d'être dans ce changement, c'est une volonté de changer l'image de l'homme de manière générale, ou est-ce que finalement c'est un mirage complet ? Non, c'est pas un mirage complet parce que, on l'a dit, les nouveaux pères sont quand même plus impliqués et puis ils sont plus intéressés par les temps passés avec l'enfant, etc. Donc tout ça n'est pas complètement fake, loin de là. Par contre, dès qu'on s'intéresse à dans quelles tâches ils sont les plus impliqués et dans quelles tâches ils le sont le moins, on se rend compte que dès que c'est valorisé socialement, les hommes sont impliqués et dès que ça l'est moins, c'est plus le cas. Par exemple, donner le biberon, préparer la bouffe, etc. Ils sont là. Mais préparer les vêtements pour l'enfant qui va à l'école quand l'enfant a 4, 5, 6 ans, préparer les vêtements la veille, il n'y a plus personne. De tous les témoignages qu'on a recueillis, penser à la crème solaire quand on va à la plage ou à la piscine municipale, ce ne sont pas les pères qui le font, etc. En revanche, le château de sable, oui. Et le château de sable, avec éventuellement la photo sur Insta, là, carrément. Oui, c'est ça. On a toujours effectivement le père vaillant qui est toujours là. On peut parler de charge mentale, d'ailleurs, vous en parlez assez vite, dès le début, finalement, de cette phrase qui revient souvent et qui est souvent citée par les mamans. Ah oui, c'est vraiment un livre sur la charge mentale, en creux parfois, de façon complètement explicite pour d'autres. Pour poursuivre les exemples qu'on donnait, quand vous regardez les stats sur les vacances, la seule tâche où les hommes sont plus investis que les femmes, c'est le barbecue et la conduite de la bagnole. Pour toutes les autres, et même pour la préparation de la valise, etc., ce sont les femmes qui le font plus. On a même découvert, moi ça me paraissait complètement ahurissant, qu'il y a des couples où c'est la femme qui prépare la valise de l'homme.
du père, ce qui me paraît complètement dingue. Donc voilà, je pense qu'il était temps quand même de pointer un doigt là-dessus et de se dire qu'il fallait qu'on change. Alors c'est plus qu'un doigt parce que vous dites que c'est quand même une révolution manquée, hein. C'est vraiment la couverture du livre. Oui, une révolution manquée, on a hésité avec Inachevé qui était un peu plus positif. Voilà, c'est un processus et toute la question du livre, c'est est-ce que ça va prendre une génération ou est-ce que ça va prendre 300 ans? Et en fonction des endroits où vous êtes plus ou moins optimiste. Alors pourquoi vous pensez que ça n'a peu ou pas évolué justement en 50 ans et pourquoi finalement, malgré les revendications féministes, malgré beaucoup de changements quand même de point de vue et de vie et aussi de revendications d'enfants quelque part, parce que les enfants disent aussi mais attends, pourquoi t'es pas là quoi? Pourquoi t'es pas là pour aussi faire le dîner? Pourquoi t'es pas là papa pour faire les choses? On pourrait faire une thèse sur cette question. Moi je pense qu'on vit sous le régime du patriarcat, qu'il est très favorable aux hommes et que c'est très agréable d'avoir des privilèges. Le patriarcat, qu'est-ce que ça implique pour les pères? Ça veut dire que s'ils font pas les choses, s'ils oublient une tâche administrative d'inscrire un enfant dans une école ou d'appeler le pédiatre, finalement quelqu'un va le faire derrière, la mère. Donc c'est hyper confortable et renoncer à ces privilèges, on n'a jamais très envie, même si vraiment au fond on aurait tous intérêt à le faire parce que qui a envie de vivre dans un couple où une des deux personnes est lésée? Qui a envie de vivre dans un couple où il y a des tabous, où il y a des non-dits, où on se raconte des histoires? Personne, en fait. La vie serait beaucoup plus douce si on met les choses sur la table et qu'on se partage les choses. Mais c'est votre femme qui vous a dit un jour, non mais attends, t'es gentille, c'est pas parce que t'as fait ton château de sable et que t'as tout d'un coup posté une photo parce que t'as fait 3 km de marche avec nos enfants que tout d'un coup tu es au même pied d'égalité que moi. Je suis HS et toi tu vas bien. Alors non, pas du tout. comment vous percutez un moment et comment vous vous dites non. Il y a un moment, c'est vrai que je suis peut-être à côté. Ma femme, elle a lu la BD il y a quelques semaines, elle l'a fermée, elle m'a dit mais tu crois que ça va intéresser des gens? Donc non, elle est pas du tout là-dedans, on la voit dans la BD. Et elle n'a pas envie qu'on lui impose de passer forcément plus de temps avec ses gamins. Elle a une très belle carrière professionnelle et elle est dans autre chose. Mais non, c'est nous avec Guillaume, on a fait un premier livre sur la contraception masculine. Les contraceptés, on est très intéressés par tout ce qui se passe dans le sillon de MeToo, de cette révolution. Moi, je trouve que journalistiquement et en tant qu'homme, c'est quelque chose de passionnant à couvrir, tout ce que ça induit comme conséquence. Et donc, on avait bien envie de nous pointer du doigt pour la contraception un tabou. Et là, dans cette histoire, des hommes qui justement se racontent un peu une histoire. Alors, ils se racontent une histoire, notamment l'histoire aussi au travail. On parle de système égalitaire. Il y a tout un chapitre que vous proposez sur le travail. Comment vous avez pu décrypter ça? Quels étaient finalement les témoignages que vous avez reçus? En fait, en s'intéressant à l'organisation de l'entreprise, on se rend compte que l'entreprise a quand même beaucoup moins évolué que la société et que les hommes et que les pères. Aujourd'hui, très souvent, l'organisation est la même quand vous avez un enfant de 6 mois et quand vous avez un enfant de 22 ans. Or, vous devez quand même beaucoup plus de temps et d'énergie quand vous avez un enfant en bas âge. Donc c'est ça qui nous a intéressés. Nous, on a vraiment identifié deux points de blocage assez immédiats. C'est le temps du congé paternel qui est trop faible, qui était de 3 jours il y a 20 ans. Maintenant, c'est 28 jours, mais c'est encore peu. Et puis, l'organisation de l'entreprise qui est vraiment très peu adaptée aux jeunes parents en général et notamment aux jeunes pères. Oui, sortis de l'école, c'est 16h ou 16h30 et rares sont effectivement les salariés qui quittent leur bureau à cette heure-ci. C'est l'exemple que je donne. Moi, à France Inter, pour pas le nommer, quand je pars à 17h30, je suis sûr de me prendre 3 blagues sur t'as posé ta journée. C'est de bonne guerre, mais c'est un peu relou en vrai, parce que la vérité, c'est qu'on a tendance un peu à cacher quand on s'en va pour s'occuper de nos enfants, alors qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Alors, évidemment, il y a l'aspect transgénérationnel qui s'opère, et vous l'avez dit, les hommes de maintenant ne sont pas les mêmes qu'avant, certes, mais enfin, ça n'a toujours pas beaucoup évolué quand même. Est-ce que vous avez pu discuter de cela, par exemple, avec votre papa ? Oui, alors on l'a fait, c'est un moment qu'on a repoussé tous les deux, Guillaume et moi, on n'avait pas envie de le faire. Je crois qu'on a 2 pères tous les deux qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop parler de l'intime et de leurs ressentis, et ça c'est révélateur de ce que sont les hommes de cette génération et encore aujourd'hui, je crois. Donc c'est un moment qu'on a repoussé, qui est arrivé plutôt à la fin de notre enquête, mais c'était très important d'avoir leur ressenti sur ces évolutions, et puis que nous, on comprenne bien aussi d'où on vient. Moi, pour parler 2 secondes de mon père, il était entièrement impliqué dans sa vie professionnelle et il nous faisait un bisou le soir à 21h quand il rentrait. Donc évidemment, ça a beaucoup évolué, mais il reste beaucoup des résidus de cette société-là quand même. Vous faites intervenir des sociologues, des influenceurs. Quel a été leur point de vue, leur rapport pour cet ouvrage ?
Alors, la sociologue qu'on a vue, la première, Alix Ponton, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, justement, pointe vraiment le rôle du congé paternel dans toutes ces inégalités. Et quand on a été voir en Suède comment ça se passe, en Suède, le congé paternel, tout est organisé pour que le père se retrouve tout seul avec l'enfant pendant 2 ou 3 mois. Et ça change tout parce que vous n'écoutez pas de la même façon les conseils qu'on va vous donner quand vous savez que vous allez être tout seul et qu'il n'y aura pas maman pour vous dépanner. Nous, en France, on peut le dire, la maternité... les pères, d'abord, on ne s'adresse pas forcément à eux, et ensuite, ils peuvent écouter d'une oreille pas forcément attentive, parce que de toute façon, ils savent que très rapidement, ils vont se retrouver au boulot et que c'est la mère qui va gérer. Donc ça, c'est une révolution, elle va prendre beaucoup de temps, mais on espère qu'elle va venir assez vite quand même. Mais est-ce que c'est pas plutôt la révolution de l'image qui s'opère, bien plutôt que de la révolution finalement au sein des foyers, au sein du couple, au sein du duo? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, justement, cette image, c'est la couve, hein. C'est-à-dire que c'est ce papa mais qui se prend en photo. Ça, c'est la révolution de la charge mentale et je veux dire, on a quand même, quand on liste toutes les tâches qui sont liées à l'arrivée d'un enfant dans un foyer, elles sont nombreuses, ça passe beaucoup de temps et il y a un énorme différentiel. Aujourd'hui, la dernière étude complète sur le sujet dit que c'est à 70% la mère qui gère les tâches domestiques, ménagères et liées à l'arrivée d'un enfant dans le foyer. Une autre stat complètement dingue, un homme s'occupe le plus des tâches domestiques quand il n'a pas de femme et quand il n'a pas d'enfant. Plus il a d'enfants, moins il s'en occupe. Plus c'est délégué à d'autres femmes, femmes de ménage, nounous, etc. Et à la mère qui va de plus en plus passer en temps partiel pour s'occuper des enfants. Ça paraît quand même complètement fou, quoi. Peut-être ma question était mal posée, mais c'était l'idée de l'image, cette révolution qui s'opère de plus montrer qu'on tend à changer finalement de mentalité, alors que finalement les choses ne changent pas beaucoup. Et quand on voit d'autres pays, alors je ne parle pas que de la France, hein, soyons un peu plus ouverts sur le reste du monde, quand on voit l'arrivée de Trump, l'image de la femme, ce qui est porté aujourd'hui, des vidéos qui font 90 millions de vues sur le corps de la femme qui nous appartient et autres, que vous avez forcément suivi, on se pose cette question de se dire à un moment, est-ce que réellement on est dans une progression ou une régression ? En tout cas, sur la question de l'image, ce qu'on a noté, c'est qu'on a très peu d'images de pères qui sont en train de s'occuper de leurs enfants. Elles existent peu. Si je vous demande de citer un homme français, une célébrité française qui incarne une forme de modèle en tant que père, si on met de côté Vianney, vous aurez du mal à en citer un. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns. En France, on n'en trouve pas. Et donc ça, c'est sûr que c'est une des données du problème. On n'a pas d'exemple de père qui donne envie de s'impliquer, de passer du temps avec ses enfants, etc., et éventuellement d'apparaître en image. Et c'est aussi la notion de famille et d'enfant qui est problématique en France. Quand on va dans un endroit avec des enfants, ça pose problème. Quand on arrive dans un train, avec des enfants, c'est un enfer. C'est le symbole de la famille, peut-être qu'il faut revoir aussi. Oui, alors là, vous allez me chercher loin, mais c'est sûr, moi j'ai vécu aux États-Unis. Quand vous arrivez au resto avec des enfants, on vous accueille à bras ouverts. Quand vous arrivez dans un resto avec des enfants à Paris, c'est l'horreur. Enfin, on n'a pas envie de vous. Mais oui, c'est une société qui n'est pas forcément aussi tournée vers l'enfant, vers les droits de l'enfant, il n'y en a pas beaucoup, et puis vers les plaisirs de l'enfant et vers le confort de l'enfant, ça c'est sûr. Un livre en tout cas qui parle évidemment de cette arnaque des nouveaux pères, qui est encore une fois, cette couverture me fascine, je la trouve absolument remarquable, faite par Antoine Grimet qui est illustrateur. Il y a d'autres dessins sont dans cette, on peut dire album, dans cet album génialissime, écrit donc par vous, Stéphane Jourdain, ainsi que Guillaume Dodin, paru aux éditions Glénat. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et puis maintenant, on va retrouver Adrien pour sa chronique. Adrien, aujourd'hui dans Vue sur les réseaux, vous vous êtes intéressé à la question qui enflamme TikTok et sa communauté littéraire. Les livres sont-ils politiques ? Oui, on va répondre à cette question un tout petit peu plus tard. Mais d'abord, on va s'intéresser à cette communauté. Elle a un nom, BookTok. Elle regroupe, comme vous l'avez dit, les fans de littérature du réseau social chinois, des passionnés de livres qui partagent leurs coups de cœur et font des recommandations aux autres lectrices et lecteurs. Et la communauté est puissante, Il faut savoir que le hashtag BookTok totalise plus de 162 milliards de vues. C'est l'une des tendances les plus suivies du réseau. Et donc, depuis quelque temps, la communauté se divise sur la politisation des œuvres littéraires. Un débat créé par la récente victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.
Depuis quand BookTok est devenu politique ? Parce que j'en ai marre de voir certains lecteurs se désolidariser. Les gars, nous sommes ici pour partager des livres que nous apprécions tous. Nous sommes ici pour nous faire des amis, développer notre communauté. Nous n'avons pas besoin de cette haine et nous n'avons pas besoin que la politique vienne ruiner tout ça. La lecture n'est pas politique. Vous n'avez vraiment rien appris des cours d'anglais que vous avez suivis toute votre vie, ou vous avez juste dissocié ce que vous vivez au quotidien par rapport à ce que vous avez vécu au lycée? Alors il est possible que vous pensiez que les livres que vous lisez ne sont pas politiques. C'est votre choix. Mais je pense que vous faites consciemment le choix de ne pas vous engager dans toute la matière sociale et politique contenue dans vos livres préférés. Les livres ne font pas que naître. Vous n'avez pas seulement la capacité de les lire ou de les acheter par magie. Ils sont écrits par des personnes dont les visions du monde individuel façonnent les mondes qu'ils créent sur papier. Et votre capacité à lire des livres est une chose pour laquelle des générations de personnes avant vous se sont battues. Voilà, donc ça, ce sont à peu près les deux visions qui s'affrontent sur la communauté BookTok en ce moment. D'un côté, ceux qui souhaitent que les livres restent en dehors de la politique et de tout conflit par la même occasion, et ceux plus moralisateurs qui essaient d'ouvrir les yeux de leurs camarades BookTokers. Bon, parfait, on a tout compris, mais qu'est-ce que Donald Trump vient de faire là-dedans ? Précisément, il est le déclencheur de tout ça, puisque justement, ces divisions qui existent dans la communauté sont claires. Des médias américains ont constaté que seulement quelques heures après l'annonce des résultats, de nombreuses personnes ont commencé à se désabonner de comptes de BookTokers dont les opinions ne correspondaient pas aux leurs. Il s'agissait le plus souvent de personnes ayant exprimé leur soutien à Donald Trump. De l'autre côté, les BookTokers pro-Donald Trump, justement, ont massivement dénoncé ces désabonnements, avec comme principal argument que BookTok n'était pas un endroit pour parler de politique. Et les divisions entre pro et anti-Trump sont même allées plus loin. Toujours selon les observations des médias américains, des listes rouges circulent sur le réseau social pour épingler les vidéastes qu'il faudrait arrêter de suivre du fait de leur orientation politique et de leur vote pour le candidat républicain. Alors ça, c'est pour les États-Unis, Adrien, et le débat ne s'est pas encore exporté, mais vous aviez dit que vous alliez répondre à cette question que j'ai posée au départ. Les livres sont-ils politiques ? Alors, essayez d'y répondre, en tout cas, pas moi directement, mais plutôt des spécialistes à qui je vais donner la parole sur ces questions, des auteurs eux-mêmes. Prenez par exemple Alexandre Geffen, dans son ouvrage « La littérature est une affaire politique ». Il s'est entretenu avec 26 écrivains contemporains. Son but, démontrer que la littérature est plus ouverte sur le monde qu'on ne pourrait le croire, et il est notamment revenu sur la naissance du concept d'écrivain engagé. En 68, Aragon se faisait huer et à la mort de Sartre en 80, cette figure est passée de mode comme toutes les grandes idéologies organisatrices finalement. À leur moment où l'intellectuel généraliste a disparu, l'engagement manichéen, celui du roman à thèse, est passé comme désuet. Et peu d'écrivains se reconnaissent dans cette formule sartrienne d'écrivain engagé. En revanche, pratiquement tous, me semble-t-il, considèrent qu'écrire est un engagement et que la littérature engage et que la littérature peut avoir une action politique sur le monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Peu d'écrivains proposent de rester justement dans cette tour d'ivoire qui a été une des grandes tentations de la littérature française. Alexandre Geffen qui nous explique donc que le politique est partout, mais que la notion et le concept même du politique s'immiscent de bien des manières différentes dans nos pages. Écoutez. Les moyens de faire politique des écrivains contemporains sont tout à fait différents. Entre la peinture assez directe de ce que c'est qu'une décision politique telle que le propose Aurélien Bélanger, qui met en scène un conseiller de Nicolas Sarkozy, la manière de penser le politique à un niveau mythologique, archétypique, comme le propose Laurent Godet, la manière d'incarner le politique à travers le social et le social dans l'autobiographie, comme le propose Annie Ernaux, on a vraiment des gestes tout à fait différents. De même que les questions politiques sont assez différentes. De nombreuses manières donc d'aborder le politique dans la littérature mais aussi dans les manuels scolaires. Et on va revenir aux États-Unis un instant. Dans un article du 24 octobre dernier, Radio-Canada s'est intéressé à un phénomène inquiétant, les interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Plus de 10 000 lors de l'année scolaire 2023-2024 selon PEN America, une association de défense de la liberté d'expression, un chiffre qui a triplé en l'espace d'un an. Comment peut-on l'expliquer ? Tout simplement car les districts scolaires américains sont gérés
par une commission scolaire composée de personnes élues, des adultes qui régissent les pensées des enfants. Moms for Liberty, un groupe conservateur, gère un site web qui classe des livres selon leur niveau d'obscénité et met en exergue les passages considérés comme inappropriés. Un plan d'action offert aux parents explique comment utiliser ces extraits pour faire retirer ces livres de l'école fréquentée par leurs enfants. Et vous en doutez, le nombre de contestations a explosé depuis quelques années. Les livres signalés dans la grande majorité mettent en scène des personnages queer, parlent de racisme ou traitent de violences sexuelles envers les femmes. Autant de thématiques qui peuvent nous paraître nécessaires dans l'éducation des enfants, mais pas forcément pour les conservateurs américains. Et vous vous en souvenez, mardi, on parlait de l'édition jeunesse en Afrique, l'importance de lire dans l'éducation d'un enfant. Eh bien, pour l'auteur Christian Bruel, la littérature jeunesse doit être politique. Elle doit forger les consciences et aider les enfants à questionner l'ordre des choses. Il y a un philosophe qui s'appelle Jacques Rancière, que moi j'aime beaucoup, et il dit que le n'importe qui doit absolument pouvoir intervenir dans la politique, dans un fonctionnement démocratique d'une société. Tout le monde devrait pouvoir. Et moi j'ajoute les enfants et les jeunes aussi, et pas sous des formes relativement démagogiques comme sont les conseils d'enfants ou les choses comme ça. Il faudrait vraiment que les enfants et les adultes puisent dans leur littérature, dans les livres qui leur sont destinés, puisent une puissance d'agir. Et cette puissance d'agir, il faut qu'elle soit collective, ça j'en suis absolument persuadé. Il faut sortir d'une littérature et d'une lecture qui ne serait que scolaire ou en bibliothèque ou dans le secret de sa chambre. Il faut que ce soit partagé par les enfants eux-mêmes et pas forcément sous le regard des adultes. Voilà, donc non seulement le livre est politique, c'est une chose, il doit le rester, c'est à chacun de se forger un esprit critique, aux jeunes publics comme aux moins jeunes, et peut-être aux Américains précisément d'ouvrir un peu plus les yeux sur les livres et le monde qui les entoure. Merci beaucoup Adrien. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Quand on voit ce constat, 20% des jeunes qui peinent encore à maîtriser la lecture, l'écriture et le calcul, franchement, ça fait un peu peur, quoi. Ça fait peur. Quand on voit les résultats, par exemple, des tests PISA aussi, on oublie que les tests PISA, c'est souvent vers 14 ans et 15 ans qu'on passe les tests. Donc, quand on a des 20%, c'est qu'il y a des difficultés. Donc, savoir lire et écrire, c'est savoir décoder, encoder et surtout comprendre. Nous, on a voulu vraiment un chemin initiatique du petit enfant vers ce décodage-encodage et vers la compréhension. La compréhension qui est souvent un palier qui est pas souvent maîtrisé et que le jeune scolaire va subir durant toute sa scolarité. Donc on a voulu essayer d'établir des fondamentaux extrêmement forts avant 5 ans. Pour baser sur les recommandations de l'OMS qui est de préconiser pas d'écran avant 5 ans. Et on le fait par cette technologie avec justement du décodage-encodage pour ceux qui connaissent un petit peu ce public des professeurs des écoles et après sur la compréhension qui va permettre à l'enfant de comprendre le contexte. C'est aussi un livre quand même sur le patriarcat et sur les hommes de cette époque-là et qui n'en sort pas tout à fait grandi quand même. Oui, c'est vrai, mais c'était ça, c'était l'époque. Et puis, bon, de toute façon, moi, ce livre, c'est sur la relation avec ma mère, parce qu'elle a été quand même moteur dans cette affaire. C'est elle qui a voulu me mettre en pension, c'est elle qui m'a envoyé 6 mois en Algérie. À chaque fois, l'idée, c'était s'en débarrasser. C'est pas Amédée ou comment s'en débarrasser, mais là, c'est Éric ou comment s'en débarrasser. Et voilà, elle a réussi jusqu'à divorcer, et après, elle a complètement fait machine arrière, elle s'est servie de moi puis de mes frères et sœurs comme de paravent pour lui faciliter la vie parce que elle a réussi à avoir un autre mari, ce qui était sa quête essentielle, mais alors très vite évidemment le mari devient un poids épouvantable pour et elle en peut plus non plus et c'est de nouveau tous les malheurs du monde sur ses épaules. Et donc elle se sert de ses enfants. Moi par exemple, elle m'a invité en permanence chez elle pour qu'il n'y ait pas d'intimité avec son mari, le moins possible. En retard en France par rapport aux États-Unis, c'est-à-dire que le film a eu un impact, un écho mondial, et donc nous, assez rapidement, on s'y est mis. Il y a une culture du BMX depuis très longtemps en France. Ça a commencé après le film It, entre 80 et 82, ça a commencé en France. 5 ans plus tôt aux États-Unis. Donc on n'était pas non plus très très loin. Comment le BMX tout court, pas forcément le BMX freestyle. Là, on parle vraiment de la jeunesse BMX. Alors, si on veut parler de la jeunesse du BMX, ce qui se passe, c'est que à la base, c'était que de la race.
Avant ça, il y avait donc le MX, motocross, et on a rajouté le bicycle motocross, BMX, avant ça, parce que justement, il y avait des gens qui faisaient des sauts et des courses en moto, et ces gens avaient des enfants ou des petits frères qui voulaient faire la même chose, mais sans moteur. Donc ils ont inventé le vélo avec des grosses roues pour faire la même chose sur les bosses. Donc c'était de la course au départ. Là, on est au début des années 70 aux États-Unis, en Californie. Et après, une discipline s'est créée et tout doucement, on a commencé à faire des figures, à rouler sur une roue, à sauter, faire des sauts périlleux et tout ça. Et c'est là qu'on s'est un peu affranchi de la race. Mais au départ, on vient de la race. Est-ce que vous pensez que le système actuel français, ou en tout cas le système éducatif, favorise suffisamment justement l'apprentissage des savoirs fondamentaux? Quelque part, vous venez répondre de manière ludique, peut-être un manque de l'éducation nationale? Un manque, et surtout, je pense que c'est surtout des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le nombre de classes, de personnes, on a des professeurs d'école formidables, mais avec des classes surchargées. Donc on a tous eu ce professeur qui fait la différence, et nous on a voulu créer cette expérience le plus tôt possible avec les tout petits. Et pour cela, plus qu'une méthode révolutionnaire, je dirais que c'est une digitalisation des méthodes pédagogiques des enseignants. Donc nous nous mettons au service des enseignants, leur permettant en fait de digitaliser leur savoir-faire de façon plus rapide, un gain de temps, c'est-à-dire les aider aussi dans la préparation des cours, parce que souvent on a l'impression que maternelle, grande section, CP, eh bien ça se prépare aussi énormément. Et je dirais que tout se joue avant 7 ans, donc cet âge de raison, on a voulu nous l'aider, en fait le professeur des écoles, à faire que, comme je le disais, personne passe à travers les mailles du filet, et d'essayer de proposer un outil qui permet l'individualisation de l'enseignement pédagogique, et surtout en autonomie. C'est-à-dire que l'enfant est amené à jouer en autonomie, à apprendre en autonomie, ce qui fait qu'on peut là avoir un retour d'expérience et faire ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire réadapter vraiment ce parcours pédagogique de façon personnalisée et appropriée. Elle vous emmène au resto ? Oui. Pas quel âge vous avez, mais 16 ans, 17 ans. Enfin. Elle fait croire que vous êtes ensemble, en fait. Elle laisse croire, oui, parce qu'on est assis. Vous savez, les bistrots parisiens, les tables sont très, très serrées. Il y a à côté de nous un couple qui engage la conversation. Et ce couple, on le comprend au fur et à mesure de la conversation, est un couple échangiste. Et donc, il propose la botte à votre... enfin, il vous la propose d'ailleurs, vous ne comprenez pas très bien. Ils disent qu'on pourrait bien finir la soirée chez eux, ça serait très sympathique. Et ma mère, évidemment, se cabre complètement et on quitte le restaurant en catastrophe. Et moi qui, entre-temps, était quasiment tombé amoureux de la voisine en question. C'est parce que j'étais très jeune. Voilà. Et elle laisse planer le doute. Au lieu de dire à ces gens-là, c'est mon fils. Mais elle l'a laissé, en fait, elle a laissé planer tous les doutes en ce qui me concerne. Déjà, elle m'a prise pour une fille. Elle voulait m'appeler Brigitte. C'est Brigitte, absolument. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Voilà. Après, elle m'a fait passer pour son petit frère. Parce que pour draguer les hommes, avoir un fils, c'était pas une affaire à cette époque-là. Après, j'ai été conseiller conjugal. Elle a laissé dire aussi que j'étais le père de ses enfants qu'elle a eu après. Vous la laissez jamais tomber. Mais non, je peux pas la laisser tomber. C'est ma maman. Et elle me l'a assez répété. Une mère, on n'en a qu'une. Alors, faut t'occuper d'elle. C'est quoi quand on se retrouve au Trocadéro? Au Trocadéro, ah oui, pour les JO. Pour les JO. Au Trocadéro, du coup, j'ai compris le petit jeu de mots. Là c'est différent. Et du coup, là, c'est plus discret avec les potes. Là, il y avait des milliers et des milliers de personnes. C'est autre chose. Là, oui. Là, faut pas se rater, par contre. Non, n'est pas large. Non, mais après, au Trocadéro, on s'était entraîné pendant une semaine. Tous les jours avant ça. C'est-à-dire que c'était chorégraphié? On a fait des shows, pour que les gens comprennent. Pendant 2 semaines, on faisait des shows avant les remises de récompenses et des shows de BMX. Bon, il y avait beaucoup de pression, mais on s'était quand même bien entraîné avant. Donc là, ça allait, quoi. Tu gardes quel souvenir des JO, toi? Incroyable. Honnêtement, j'y croyais. Avant même que la compétition commence, j'y croyais qu'ils pouvaient faire le triplé. Et quand j'ai vu le premier jour de compétition, j'ai vu que ça se déroulait parfaitement bien. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Maillot. Exactement, c'est ça. Du coup, franchement,
on ne pouvait pas faire mieux. Tu penses qu'il y aura un avant et un après, du coup, cette performance? J'espère vraiment. Toi, tu vois autour de toi, on te parle... Bon, déjà, effectivement, on a fait une émission sur le BMX, donc c'est cool. Oui, ça commence par là. Ouais. J'espère effectivement que ça a mis un peu en lumière le sport et que ça a permis aux gens de connaître ce sport. J'ai vu autour de moi qu'il y a des gens qui connaissaient vraiment pas le BMX et qui sont allés voir et à qui ça a vraiment plu. J'ai fait la première journée au Club France, à la Villette. Et j'étais à l'extérieur sur la grande pelouse et quand je voyais en fait les milliers de personnes autour de moi qui hurlaient à chaque fois qu'ils voyaient un Français devant, je me suis dit bon, même s'ils connaissent pas, ils trouvent ça incroyable, donc c'est super cool. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. À la réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi, le son Thibaut Gruy-Lafont, le maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction, Adrien Fontenot aussi journaliste et chroniqueur. Merci à tous. On se retrouve demain. Ciao.